Bonjour à tous, on est sur BusyBank dans cette campagne électorale 2022 qui vient de se terminer et on connaît donc maintenant le résultat. Il y a eu plusieurs histoires, plusieurs épisodes et il y a un épisode en particulier qui m'a marqué dans cette campagne, c'est celui-ci. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Alors avant de commencer, je vous arrête tout de suite. On n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a une chose qui m'a surpris, c'est que dès le lendemain de cette annonce des premiers tours, donc du score de Valérie Pécresse, inférieur à 5%, on a vu qu'il y allait avoir des répercussions financières, que ce soit sur elle ou sur le parti Les Républicains. Et il y a une chose qui m'a interrogé, et plusieurs points qui m'ont interrogé, peut-être que vous aussi, c'est au final combien ça coûte une campagne électorale, comment ça marche le financement d'une campagne électorale, et pourquoi au final il est si important d'atteindre ces fameux 5% au premier tour de l'élection présidentielle. On va tâcher de comprendre tout ça ensemble dans cette vidéo. En avant! Alors, une campagne, ça nécessite des moyens, parce qu'une campagne, ça a un coût. Et un coût, ça nécessite de l'argent. Et oui, il y a plusieurs facteurs qui nécessitent de l'argent dans une campagne. Vous avez toute une équipe qui vous accompagne, vous avez des frais de publicité pour transmettre vos idées au plus grand nombre et récupérer des électeurs, vous avez des frais de déplacement, des frais d'organisation de meetings, et tout ça, ça nécessite donc des moyens. À titre d'exemple, en 2017, la somme globale investie dans la campagne par les 11 candidats de l'élection était d'environ 75 millions d'euros. Alors forcément, vous avez des disparités entre les candidats. Vous avez des candidats qui ont des gros moyens et des candidats qui ont des budgets plus modestes. Et forcément, si ça aide à être visible, ça peut aider à gagner des voix et donc à avoir un score à la présidentielle qui peut être appréciable ou élevé. Et par contre, il faut savoir que ce n'est pas forcément corrélé. Un petit candidat ne fera pas forcément un petit score, et un gros candidat peut faire un score faible. Et c'est dans ce cas-là qu'il peut y avoir une problématique, comme on va le voir plus tard. Alors comme on l'a vu, les budgets sont disparates entre les candidats et s'il n'y a pas de minimum pour faire campagne, il faut savoir qu'il y a des règles. Et il y a une règle qui stipule notamment le plafond à ne pas dépasser dans une campagne électorale pour éviter notamment qu'un milliardaire autofinance sa campagne sans aucune limite de budget par exemple. Il se trouve que le budget pour les candidats du premier tour à l'élection présidentielle ne peut dépasser 16,851 millions d'euros et pour les candidats ayant fait le premier et le deuxième tour, il ne peut dépasser 22,509 millions d'euros pour les deux tours. Et on voit donc que ces budgets sont relativement conséquents, mais comment font les candidats pour financer ces sommes ? Alors pour financer cette campagne, on va résumer ça en 5 points. Le premier, c'est les dons et les adhésions des sympathisants aux partis, aux mouvements que représentent leurs candidats. Le deuxième, c'est les fonds propres, c'est-à-dire la trésorerie des partis et la somme qu'ils veulent consacrer à l'élection présidentielle pour faire élire leurs candidats. Le troisième point, c'est le patrimoine du candidat qui peut être engagé ou mis en caution, par exemple. Et le quatrième point, c'est les financements, c'est-à-dire les prêts bancaires. À savoir que depuis 2001, les candidats ne peuvent plus souscrire auprès d'un particulier un prêt pour éviter notamment le conflit d'intérêts, et que depuis 2017, les financements bancaires ne peuvent être accordés que par des banques de l'Union européenne. Alors concernant la partie bancaire, ça se passe comment ? Pour faire simple, le candidat va pouvoir ouvrir au nom de son parti ou de son mouvement un compte de campagne. Le compte de campagne, ça va lui permettre soit d'obtenir un financement amortissable, un financement bancaire qu'il pourra rembourser tous les mois en fonction de l'ancienneté, de la capacité de remboursement du parti, soit dans le cadre d'un compte de campagne, un gros découvert lui permettant d'avancer les fonds de sa campagne dans l'attente du remboursement. Et c'est ce mot remboursement qui fait intervenir le cinquième et dernier acteur de l'élection présidentielle, l'État. En effet, l'État, pour favoriser le débat démocratique et permettre à chaque candidat de faire campagne correctement, va prendre part financièrement aux dépenses de la campagne électorale. Dans un premier temps, ils vont avancer 153 000 € à chacun des candidats de l'élection pour lui permettre de débuter sa campagne.
Et puis, il va y avoir un mécanisme de remboursement, et c'est là où le score de l'élection, et notamment du premier tour, va prendre son importance. En effet, en dessous de 5%, le plafond de remboursement déterminé par l'État est de 4,75% du plafond de dépenses au premier tour de l'élection, soit environ 800 000 euros. Au-dessus de 5%, le plafond est multiplié par 10, puisqu'il n'est plus de 4,7%, mais de 47,5%, soit un plafond de remboursement de 8 millions d'euros. Et c'est là où le score prend son importance et que les ennuis commencent. Pour revenir à l'extrait du début de vidéo et à la campagne de Valérie Pécresse, donc sur le premier tour de l'élection présidentielle 2022, il se trouve que le budget consacré à l'élection présidentielle a été de 14 millions d'euros pour cette campagne. La candidate, comme le parti, attendait un score supérieur à 5% pour espérer un remboursement des frais de campagne d'environ 50%, soit 7 millions d'euros. Avec un score inférieur à 5%, le plafonnement des frais de campagne est de 800 000 euros, et donc on voit bien un delta entre l'indemnité attendue, 7 millions d'euros, et l'indemnité qui va être réellement perçue, 800 000 euros. Un delta de 6,2 millions d'euros, et c'est de cette somme-là dont on va échanger pour boucler le financement de la campagne. Il se trouve que pour financer une campagne, il n'y a que 5 leviers qu'on a vus ensemble, et il y en a 2 qui ne sont déjà plus possibles. L'État a plafonné à 800 000 euros, et les prêts bancaires ne sont plus possibles, la candidate ayant terminé sa campagne. Il reste donc 3 options. La première, c'est ce qu'on a vu dès le lendemain de l'élection, l'appel aux dons et les partisans, sympathisants, qui peuvent aider à compléter le budget de cette campagne en l'absence de subventions. La deuxième, c'est les fonds propres des Républicains. Donc c'est un parti qui est relativement ancien et qui a des fonds permettant d'accompagner le candidat, d'où l'importance d'ailleurs d'un candidat de la droite à avoir l'investiture des Républicains, puisqu'ils avaient consacré pour cette élection 2022 un budget entre 8 et 10 millions d'euros pour accompagner le ou la candidate qui porterait leur couleur. Et enfin, le patrimoine personnel de Valérie Pécresse. On a vu lors de la déclaration qu'il était relativement conséquent, et il a peut-être été mis en garantie, ou en tout cas peut être utilisé pour boucler le financement de la campagne. Et c'est là qu'on voit le score et les conséquences économiques, et le fait que, dès le lendemain, le parti comme la candidate ont fait un appel aux dons pour éviter, en plus d'une conséquence électorale, une conséquence financière sur la campagne. Alors pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, une élection présidentielle, comme toute élection, c'est une histoire d'idées, de convictions, mais c'est aussi une histoire d'argent, de pognon, et ça peut vous coûter quelques briques. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous aurez appris des choses en la regardant. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour celle-ci, et n'hésitez pas à vous abonner pour celles qui vont suivre. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!